Et bonsoir à tous, nous sommes le 28 octobre et vous êtes bien, vous êtes confortablement installés chez vous. Apprêtez-vous à passer une bonne soirée, nous allons passer une bonne heure et demie ensemble, une soirée assez exceptionnelle, vous n'en ressortirez plus comme avant, vous allez voir. Une soirée où nous démarrons avec un First, donc notre magazine d'une demi-heure, et puis le rendez-vous du futur avec Cédric Villani, le professeur Villani. C'est autour de 20h tout à l'heure. Notre invitée ce soir pour ce First, Claudia Renaud. Merci beaucoup, Claudia, de jouer le jeu de ce magazine, de cette émission. Et permettez-moi de vous présenter nos complices, mes compères. Nils Aziosmanov, président du Cube, et Charlie, explorateur des possibles, explorateur des quotidiens, on va dire. Bonsoir. Des internets, peut-être. Et je vous propose tout de suite de démarrer, et on va démarrer ensemble. On va dresser votre portrait ensemble. J'ai quelques petites questions extrêmement rapides, il faut y répondre de manière très rapide, et puis ça va très bien se passer. Comment est-ce que vous vous décrivez quand on vous demande ce que vous faites dans la vie ? Professionnellement, je suis éditrice. Très bien. Et dans quel hashtag vous entrez ? J'ai pas l'habitude. Dans quelle case ? Dans quelle catégorie, peut-être ? En termes d'éditrice, c'est une petite maison d'édition pour aider à la parentalité et explorer les possibles pour faire autrement avec ses enfants que de leur mettre la pression, en explorant les façons de mieux les aider à naître, mieux les aider à passer la petite enfance, et ensuite éventuellement faire des choix qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus faciles ou les plus courants, comme l'instruction en famille, ou d'autres choix aussi concernant des scolarités différentes, comme l'école du troisième type de Colo. Et ça, on va l'aborder un petit peu après. Dernière question, vous avez un parcours assez atypique. J'ai envie de vous demander d'où vous venez. Je crois que vous êtes géographe aussi. Oui, j'ai été enseignante pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai pris ma retraite. et donc en histoire-géographie, effectivement. Et c'est à cette occasion-là que j'avais travaillé avec Navidis, c'était passionnant. Donc avec Niels, ici présent, oui. Oui, et après... Avec les Clionautes. Et avec les Clionautes, oui. J'étais présidente à un moment donné de l'association. Et ensuite, je travaillais encore quand mes enfants sont nés. Et après, donc j'ai arrêté de travailler dans ce cadre-là pour rester avec elles, notamment... non, assez vite, je suis devenue éditrice, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a eu le choix de l'instruction en famille. Ça s'est imposé à vous ? Non, pas du tout. Il a fallu quand même un peu de temps pour y venir, du coup. Ah oui, il m'a fallu au moins bien 3 ans, parce que j'étais totalement réticente, enfin pas totalement, j'étais réticente à cette idée-là. Pour moi, c'était évident qu'on apprend mieux quand c'est le bon moment, on apprend mieux quand on est prêt et qu'on est motivé par une information, parce qu'il suffit de voir ce dont on se souvient du programme de terminale ou de seconde. On a fait le test avec mon compagnon qui est mathématicien, donc moi j'ai fait des études de géographie, et on s'est posé des questions qu'on connaissait être celles de terminale et on se souvenait de rien alors qu'on était censé les avoir étudiées. Et en fait, la seule chose dont on se souvient à l'âge adulte, c'est ce qui sert et ce qu'on a exploré par la suite. Ce qu'on a appris à l'école ne reste pas si ça ne sert pas. Et oui, ce qui reste éventuellement, ça je le voyais aussi avec mes élèves, puisque j'étais très au courant de ce qu'on avait vu 3 mois avant. Et en fait, ce qui leur restait, c'était le vocabulaire. En fait, c'est ce qui fait partie des choses qu'ils ont réutilisées ou qu'ils ont réentendues. Mais en matière d'apprentissage, l'école est inutile, ce qui est quand même assez frappant. Donc de ce point de vue-là, j'étais convaincue. Mais ce qui ma très grande réticence qui a duré 3 ans, c'était oui, mais on va faire comment pour rencontrer des enfants et rencontrer d'autres adultes ? Et ça, on va l'aborder. Charlie, à toi ? Eh bien, j'ai vu en préparant cette émission qu'en France, il y a environ 30 000 enfants qui n'iraient pas à l'école, par contrainte ou par choix. 27 000 sont scolarisés à distance, 20 000 au CNED, 7 000 dans des établissements privés et 3 000 seraient instruits en famille. Alors, on parle de différentes terminologies. On parle d'instruction
hors école, d'école à maison, d'instruction en famille, de homeschooling, de non-sco, c'est ça, d'apprentissage autogéré, d'instruction à la maison. Enfin, beaucoup de termes finalement pour parler de quoi il s'agit. Parce que finalement, on part du postulat qu'il y a en France, on a jusqu'à 16 ans en fait le droit d'être instruit lorsqu'on est enfant. Donc ça peut se faire en dehors de l'école, c'est ça ? L'école n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Oui. Et pour être un peu provocatrice, je pourrais dire que même sans rien faire, on s'instruit. Mais bon. Et donc, oui, il y a plusieurs termes. Le plus courant maintenant, c'est instruction en famille. Oui. Après, les pratiques des familles sont variées, puisque justement, il y en a certains qui peuvent suivre des cours par correspondance et d'autres qui peuvent faire l'école à la maison, avec une reproduction de ce qui se passe plus ou moins, ce qui passe à l'école à la maison, avec des cours, avec 2 heures de cours le matin, 2 heures de cours l'après-midi, et des supports qui peuvent être des manuels qu'on trouve en librairie, ou des cours par correspondance. Oui. Est-ce qu'il y a une évaluation de cette instruction par l'académie ou par... Oui, il y a une évaluation chaque année qui est faite par des inspecteurs de l'éducation nationale qui sont habitués à aller dans des classes et vérifier le fait que les enseignants vont suivre les programmes. Donc déjà, ça pose un peu de problème parfois parce que ce sont des personnes qui sont excellentes dans la maîtrise des programmes et la façon de les transmettre en classe, mais qui du coup sont très désarçonnées de voir des familles qui ne veulent pas suivre les programmes. Et il n'y a pas d'obligation de suivre les programmes. La seule obligation, c'est qu'à 16 ans, les enfants maîtrisent le socle commun. Alors finalement, quel est l'avantage de cette approche pour l'enfant ? En quoi c'est peut-être mieux en fait de lui enseigner en tant que parent un certain nombre d'éléments ou de matières ? Quel est l'intérêt finalement pour l'enfant ? Alors déjà, je précise que, en tout cas dans l'approche de l'apprentissage autonome et non pas de l'école à la maison, c'est pas le parent qui enseigne aux enfants. Le parent partage le monde dans lequel il vit, mais comme il le ferait avec des amis. Et bien sûr, comme il en sait un peu plus sur certaines choses, éventuellement, parfois, il peut raconter des choses. Mais moi, j'ai vu mes enfants fermer leur regard, fermer leur regard quand j'ai essayé, quand elles étaient plus petites, de leur raconter quelque chose en histoire et en géographie. Je les perdais. Je perdais le contact avec elles parce que ça les intéressait pas. Et alors que si je leur parlais de choses qui des choses qui pourraient me passionner et que je découvre avec elles, je dis elles parce que c'est 3 filles, lorsque je découvre des choses avec elles ou lorsqu'elles m'expliquent des choses qu'elles savent mieux que moi, là l'enthousiasme est maximal. Le mot-clé, c'est le plaisir et la découverte. C'est le moteur finalement de l'apprentissage. Oui, le plaisir de découvrir le monde et le fait de ne pas le casser en mettant en place une obligation d'apprendre. Ouais. Est-ce qu'il y a une journée type ou pas à la maison justement pour les enfants, comment ça se passe ? Alors, pour les enfants qui font l'école à la maison, leur journée type va être organisée selon le planning. Pour nous, on a des mois types, je dirais, parce qu'en fait, on a des activités. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi, puisque donc pour l'efficacité des apprentissages, j'ai été convaincue tout de suite. En revanche, pour le fait donc de ne pas être en contact avec des familles, ça m'embêtait un peu, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à organiser des rencontres, des activités, des sorties, des visites guidées parfois. Alors bon, ça peut être un peu scolaire, mais c'était pas très long et il n'y avait pas d'évaluation à la fin. Et donc, il y a eu de plus en plus de gens, notamment qui voulaient éviter la maternelle à leur enfant, mais qui n'avaient pas forcément pensé continuer après les 6 ans, et qui en fait ont continué. Et du coup, là, en région parisienne, il y a 800 familles qui accèdent à notre réseau, et 350 familles sur la liste de discussion.
Et ce qui est génial, c'est que, en fait, de plus en plus, il y a des gens qui se regroupent. Après, il n'y a aucune obligation, donc ils se regroupent souvent par affinité selon les activités qui sont proposées. Et du coup, on peut voir des gens différents selon ces activités-là. Puis par exemple, le mardi, on va au cirque à Bagneux, et donc ça ne va pas être les mêmes personnes que le vendredi où on est à Paris 4e, ou que d'autres fois où on est dans d'autres endroits dans la région parisienne. Et à chaque fois, on va voir des personnes différentes qui deviennent des amis à force. Et donc voilà, les activités proposées sont maintenant très nombreuses. Il y a 3-4 activités chaque jour qui sont proposées en région parisienne. Et l'organisation est très souple parce que les gens proposent, ensuite les gens s'inscrivent. Et puis, plus ou moins, après ça s'organise selon l'activité, ça dépend. Est-ce qu'on peut dire que c'est une école un peu élitiste, dans le sens où elle est peut-être, c'est une question, peut-être réservée à des familles qui peuvent déscolariser leurs enfants et leur permettre de vivre toutes ces expériences. Je pense par exemple à Steiner, qui est un cran avant, puisque là ça se passe dans une école, mais où déjà c'est pas accessible à tout le monde. Comment vous qualifieriez ? Est-ce que c'est vraiment ouvert à tous, cette école-là ? Alors là, je pense que nous, on a un effet région parisienne qui est cher et qui implique donc que les familles aient souvent 2 revenus ou 1 revenu et demi ou 2 moitiés, deux revenus pour pouvoir vivre en région parisienne. Mais quand on va aux rencontres des associations dans le reste de la France, où on peut vivre avec 2 demi-salaires ou un seul salaire, là, au point de vue social, c'est vraiment très varié. Il n'y a aucune notion d'élitisme, ça c'est vraiment frappant. C'est vraiment tout un chacun. Ensuite, je crois qu'il y a aussi un effet lié au fait que les gens qui ont... Mettons les gens qui ont fait des études ou qui ont été enseignants ou instit, il y en a aussi un certain nombre, peut-être osent davantage prendre la parole sur ce sujet-là, parce que sentent peut-être une plus grande légitimité, alors que c'est faux. Il y a plein de gens qui ont de la légitimité pour en parler, mais il y a le côté oser prendre la parole pour en parler. Est-ce qu'on peut revenir en fait sur sur la notion en fait de pédagogie, où finalement dans cette initiative, l'idée, est-ce que c'est ça, c'est finalement de responsabiliser l'enfant, et finalement une des principales choses qu'on va lui enseigner, c'est d'apprendre à apprendre. Est-ce que ça serait ça ? Ce serait plutôt de ne pas l'empêcher de garder sa capacité innée à apprendre. D'accord. Oui, ça fait. Eh oui, non, mais les enfants, ils apprennent quand ils sont tout petits, ils passent leur temps à apprendre. Et le fait qu'on leur enseigne, risque, en tout cas, c'est pas toujours le cas, mais le fait d'enseigner à un enfant augmente énormément le risque que sa motivation et donc sa capacité à apprendre diminue. Je suis en train de lire un livre là en ce moment de Alfie Kohn qui s'appelle « Aimer nos enfants inconditionnellement » et qui parle magnifiquement de ça, comme quoi plus il y a de la motivation plus il y a de la motivation extrinsèque, plus la motivation intrinsèque diminue et ne revient pas. Et après, à long terme, ça fait aussi des personnes qui du coup ont perdu, pas forcément perdu complètement, mais ont perdu en partie la motivation à apprendre. Et alors le bon stimuli, c'est quoi du coup ? Parce que c'est laisser les enfants tranquilles. Et c'est très frappant à quel point ça marche. Un petit jeu. Moi aussi, j'ai mes petits rituels, j'ai mes petits jeux dans cette émission. Là, c'est le jeu des images. Vous allez voir des images passer derrière moi et nos amis internautes vont les voir sur l'écran chez eux. Des petites images, des petites réactions très courtes sur les images. Vous allez voir, c'est parti. Alors là, nous avons un empereur, Charlemagne, donc évidemment l'éducation, Charlemagne. Et puis après, nous avons qui ? Nous avons une autre image qui arrive juste derrière, et c'est Jules Ferry.
Il y a toute une mythologie comme ça autour d'effectivement l'école obligatoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'instruction qui est obligatoire. Vous, quand vous voyez ces icônes comme ça de l'éducation, qu'est-ce que... J'ai simplement envie de rappeler quelque chose qui était même mis au concours à l'UFM, donc ça, en histoire géo, je l'ai vu passer, comme quoi Jules Ferry, il a été ministre de l'Éducation nationale au moment où la France était colonisatrice et où il fallait apporter la bonne parole de l'homme blanc aux colonies. Et un des éléments pour cette mission colonisatrice et civilisatrice, c'était l'école. Donc, le but de l'école, l'école a un but politique que je ne partage pas du tout. Et Charlemagne, c'était sans doute pareil aussi, finalement. Oui, mais pour dans les accroître marches. son empire et Oui, pour dans les marches de l'empire. Ouais. Une autre image, cette fois-ci, c'est une image qui agrège plusieurs réseaux sociaux, plusieurs médias sociaux. Alors, ça nous permet de vous poser la question autour du numérique. On est ici au Cube, ici les Moulineaux. Le numérique, comment vous vous servez du numérique dans cette éducation ? Ah oui, il y a beaucoup de choses à en dire, effectivement. Mais déjà, j'ai envie de répondre au point de vue de l'organisation des rencontres. Parce qu'en fait, on utilise les outils du numérique gratuits et qui sont extraordinaires de façon générale. Et en particulier, on a un site collaboratif. Chaque personne qui entre, donc les 800 dont je parlais tout à l'heure, ont un droit d'écriture. Donc peuvent s'inscrire facilement, peuvent rajouter des choses. Et puis maintenant, les comptes en ligne les comptes sont en ligne et sont aussi accessibles, ce qui permet en fait, tous ces outils numériques sont merveilleux pour travailler en collaboration avec d'autres personnes. Et sinon, pour les enfants... C'est aussi un apprentissage de ces réseaux très jeunes. C'est aussi oui, un apprentissage d'une certaine vigilance aussi. Non. Non, parce que c'est basé sur la confiance. Quand on passe du temps avec les enfants, ils nous racontent éventuellement ce qu'ils auront pu voir. Oui, une fois sur Facebook, ma grande fille avait mis quelque chose qui ne nous semblait pas approprié à Facebook, dans la mesure où si c'était récupéré dans 15 ans pour un futur entretien d'embauche, ça pourrait être pas très bien vu. Voilà, on lui a demandé, on lui en a parlé, on lui a expliqué, elle l'a supprimé. Mais évidemment, de toute façon, on a plein d'ordinateurs à la maison et c'est merveilleux de les voir, du coup, écrire, être en contact. Voilà. J'avais vu une expérience où les enseignants avaient demandé aux élèves de faire la page Facebook de Louis XVI, par exemple, en partant de rien. Et il fallait la construire, donc ses amis, ce qu'il faisait, etc. Il faut raconter sa vie à travers sa page Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça avait très bien marché. C'est une super idée. À partir du moment où il y a un projet motivant qui est porté par un adulte motivé et qui connaît bien à la fois son sujet et qui connaît bien les outils, c'est merveilleux parce que justement ça permet... oui, c'est toujours susciter l'envie pour... Oui. Alors justement, le numérique à l'école, moi j'ai le souvenir, lors d'une collaboration passée avec vous, que vous avez évoqué tout à l'heure, vous étiez présidente des Clionautes, qui était une association qui était très engagée sur les questions du numérique à l'école, dans le domaine de la géographie notamment. Et là, on parle de 94, 95 Non, quand même, c'était 2004 plutôt, c'était 10 ans plus tard. Pardonnez-moi. Mais une association qui était, on va dire, qui n'avait pas du tout été suscitée par le système éducatif. C'était vraiment les enseignants entre eux, et vous pilotiez, vous animiez ça de main de maître et avec beaucoup d'énergie, je m'en rappelle. Et je me rappelle notamment que vous souffriez un petit peu, enfin c'était en tout cas ma perception, vous souffriez un petit peu des résistances que vous ressentiez du système éducatif à l'encontre justement de toute cette dynamique qui se mettait en place et que vous animiez. Et ce matin, j'ai pensé à vous, parce que je suis tombé par hasard, vous voyez, c'est vraiment le hasard, c'est le fait du jour, sur un titre qui a été pas mal vu dans les médias. Un prof d'histoire géo a été contraint d'effacer son blog parce que, sous la pression donc, de l'inspection académique, parce qu'il disait dans son blog qu'il trouvait, il avait des propos un petit peu négatifs sur la manière dont l'éducation nationale aujourd'hui appréhende la question du numérique à l'école.
Et donc il a mis un petit peu son ras-le-bol par rapport à ça, et il a été menacé de blâme, de je ne sais quoi. Enfin, du coup, ça a vachement buzzé et ça a fait quand même des articles demi-page dans la presse. Donc sous la pression, le prof d'histoire géo efface son blog. Donc en lisant ça, je me suis dit, mais finalement, 10 ans en arrière, quoi. Ça n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette actualité ? D'abord, je voudrais rendre hommage à François Jarreau qui avait créé les Clionautes, enfin qui avait créé H Français, la liste de discussion. Et le café pédagogique. Et le café pédagogique maintenant, et qui a été président avant moi, plus longtemps que moi. Enfin, c'était vraiment lui l'initiateur, et c'est lui qui a donné une dynamique énorme il y a 10 ans à cette liste de discussion qui était passionnante, et à cette association qui l'était aussi, puisque l'idée c'était de travailler avec les outils numériques. Mais justement, enfin, les outils numériques, c'était un prétexte pour de la pédagogie de projet. C'est-à-dire que ce qui est à la base, c'est la pédagogie de projet. C'est le fait d'imaginer des créations d'histoires ou de reportages ou d'informations, et ensuite d'utiliser les outils du numérique pour aller les récolter et puis ensuite les présenter. Et donc, à propos... Ma question portait en fait sur la difficulté de l'introduire. On a un peu le sentiment qu'on est toujours bloqué, comme il y a 10 ans, sur la question du numérique à l'école. Et ma question, c'était pourquoi, selon vous, on en est encore là ? Les profs ne sont pas idiots, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui bloque ? Moi, je pense qu'il bloque, c'est la structure du collège. Et ensuite, le lycée, c'est un peu différent, parce que le lycée, il y a le bac derrière, donc il y a forcément du bachotage. Mais au collège, où j'ai enseigné pas mal, c'est quand même très frappant de voir à quel point le saucissonnage horaire rend difficile la création de projets avec les élèves. Alors que l'école primaire a cet avantage-là, de pouvoir mener des projets, et on peut passer 3 heures, si on veut, avec ses élèves pour mener un projet, pour sortir quelque part, aller faire des interviews. Est-ce que ça veut dire qu'on a taylorisé l'accès à la connaissance ? Quand vous parlez de saucissonnage, est-ce que ça veut dire qu'on a tout mis dans un processus industriel où il faut absolument... Oui, c'est une très bonne image. Oui. Et du coup, en collège, moi j'avais mené quelques projets où il y avait un tout petit peu de numérique à la fin, parce qu'il y avait une présentation d'une carte sur un site web. Mais c'était difficile parce que tout était saucissonné, alors que ça aurait été vraiment bien de pouvoir passer 3 heures avec les enfants. On va passer à une partie coup de cœur, et j'ai une dernière image justement. C'est un coup de cœur dont vous m'avez fait part sur Internet. Je vous propose de nous retrouver juste après ces 30 petites secondes d'image. Je vous en dis pas plus, c'est une bande-annonce. Quand notre fils est né, nous vivions entre Rio, Paris et Los Angeles. Quand il aurait l'âge d'aller à l'école, il nous faudrait choisir un pays. C'est alors qu'au fil de mes lectures et de mes rencontres, une autre possibilité s'est présentée à moi. Fallait-il vraiment un lieu et un temps pour apprendre ? Voilà pour la bande-annonce. Être et devenir, une petite réaction, parce qu'effectivement, ça fait partie de vos grands coups de cœur. Oui, le film passe tous les dimanches à 11h30 au Saint-André-des-Arts, à Paris 6e. En général, il est suivi par une rencontre avec des personnes avec lesquelles on peut parler du sujet. Et ça a beaucoup de succès. Quelque part, je suis étonnée du succès. Il y a entre 30 et 150 personnes à chaque fois. Et c'est que vous sentez une appétence des publics pour ce sujet-là. Oui. Et on a presque l'impression, vu le succès ensuite aussi des rencontres et des gens qui se posent des questions, et puis aussi les rencontres qu'on a faites avec des personnes qui réfléchissent à faire des écoles différentes, si possible dans l'éducation nationale. Bon, il y a Bernard Collot, mais il y a plein d'autres idées aussi en ce moment. Et donc on a presque l'impression d'un mouvement social. Alors évidemment, c'est vu de notre lucarne, mais sur ce sujet, comment faire autrement pour
pour transmettre notre monde aux enfants. Un coup de cœur, Niels, tiens, un coup de cœur du moment. Est-ce que vous avez un coup de cœur du moment à partager avec nous? Il nous reste très peu de temps, mais on va quand même faire le tour des coups de cœur. Alors le coup de cœur pour moi c'était Mommy, le film de Xavier Dolan. Je comprends pas comment ce garçon de 25 ans arrive à avoir autant de maturité, exprimer des choses aussi fortes. C'est vraiment un film remarquable. Donc Mommy de Xavier Dolan ou Dolan Dolan, ouais, c'est un Canadien, jeune Canadien extrêmement talentueux. Charlie, un coup de cœur. Et je crois que c'est un coup de cœur audio d'ailleurs. Oui, c'est un coup de cœur audio. J'ai sorti encore en fait un vinyle. Là, ici, sur cette qui caméra, m'a. Pardon, voilà, un coup de cœur audio. Un vinyle, une fois encore. Peut-être qu'on peut écouter d'ailleurs un extrait de Are You Percussion Group, un groupe dont je vais vous parler dans quelques instants. Il s'agit en fait d'un groupe qui a été monté, voilà. Donc, Alors, oui, Charlie. Il s'agit en fait d'un projet qui est parti en fait d'Harlem en fait dans les années 60 suite à des grosses difficultés avec le quartier, un programme social qui avait vocation à enseigner la musique à des jeunes. Donc musique, vous les avez reconnus, afro-américaine, jazz. Et finalement, en fait, il est allé les emmener jusqu'à monter un groupe et à produire un album, voilà, qui a été réédité il y a quelque temps et donc qui est vraiment hyper intéressant et qui a été fait par des enfants qui avaient entre 16 et 19 ans. Et voilà, c'est un petit peu en fait la préparation du sujet d'aujourd'hui qui m'a inspiré ce projet à New York. C'était la chronique musicale de Charlie. Allez, un dernier coup de cœur. Là où il y a eu Être et Devenir, mais peut-être un autre coup de cœur du moment, un autre partage. Oui, j'ai parlé aussi de Alfie Kohn. Bernard Collot. Ah ben voilà, Bernard Collot. Pour son école du 3e type, c'est quelqu'un qui a fait en fait de l'apprentissage autonome à l'école pendant 20 ans. Et c'est génial, parce que justement, quelque part, il valide tout plein de choses que nous, on observe, mais lui, il a sa position d'enseignant, et du coup, il valide quelque part du côté de l'institution des choses que nous, on observe aussi. Et puis là, cette légitimité de la vingtaine d'années pendant laquelle il a fait ça, avec des élèves du coup qui entraient en collège et qui revenaient le voir et du coup qui montraient bien qu'ils avaient le niveau tout en ayant appris à leur rythme de façon autonome. Merci beaucoup Claudia, merci d'avoir joué le jeu. Moi je présente juste, parce que je l'avais en main, mon coup de cœur, Les Usurpateurs de Suzanne Georges. C'est juste un petit voyage pour nous éclairer un tout petit peu, peut-être nous alerter aussi sur tous ces accords de libre-échange qu'on voit en ce moment, notamment TAFTA par exemple. Voilà. Je l'encourage vivement, Suzanne Georges, au Seuil. C'est très très bien écrit et c'est une vraie prise de conscience. Merci beaucoup Claudia, merci messieurs. Le prochain Feur sera dans notre prochaine émission. Le prochain Rendez-vous du futur sera avec Michel Rocard et nous vous réservons un programme fabuleux en 2015, vous allez voir. On se retrouve toujours ici dans cette salle du jardin d'hiver du Cube, ici les Moulineaux. On se retrouve pour un Rendez-vous du futur assez particulier, un Rendez-vous du futur donc avec Cédric Villani. On l'a enregistré. Donc on était dans son bureau il y a une semaine et vous allez voir, c'est vraiment une bonne heure, mais une bonne heure très, je vous en dis pas plus, pleine de surprises, vous allez voir. Une toute petite pause de moins de 2 minutes et on se retrouve tout de suite.